Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 101e épisode du Temps d'arrêt. Je reçois aujourd'hui mon frère Guillaume, ça va bien? Ben oui, ça va bien et toi? Ça va très bien. Pour les habitudes du podcast, vous aurez deviné que sa présence rime avec un épisode sur la nouvelle saison de la Formule 1. Eh bien, ce sera le cas encore une fois cette année. On se lance sur la saison 2025 de la Formule 1. On a déjà une semaine derrière la cravate avec le Grand Prix d'Australie. On a beaucoup de belles choses à vous présenter aujourd'hui. Là, le calendrier avec ses quelques changements. On va vous présenter chacune des équipes avec un portrait un petit peu plus approfondi sur les nouveaux pilotes. Hein. Beaucoup de nouveaux visages, donc c'est intéressant de pouvoir en apprendre plus sur ces nouveaux coureurs. Et puis ensuite, on procédera avec les quelques nouveaux changements pour 2025. On sait que la grosse révolution en F1 s'amène en 2026, donc 2025, une année un petit peu plus... quand même quelques changements notables, mais rien de trop majeur. Et on terminera avec, sans trop donner de détails, avec vraiment une tangente qui sera intéressante au podcast. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant, peu connu. Donc, on va se lancer dans quelque chose de captivant et de troublant. Donc, j'en dis pas plus, je garde le punch pour la fin. Mais avant de commencer, faisons un petit avant-goût de cette saison 2025. Guillaume, es-tu excité pour la saison à venir? Ben oui, on l'a déjà vu, puis là, c'est déjà notre cinquième année, donc la quatrième année. On essaie de se renouveler un petit peu, mais c'est sûr qu'il faut parler de ce qui s'est passé. On a vu une première course qui était en Australie à des heures pas évidentes de regarder en direct, mais on a été capable de voir des bonnes parties, puis ça commence bien, ça commence excitant, ça commence différent aussi. Donc, on espère que ça va se poursuivre tout au long de l'année. Comme tu as mentionné, on a eu la première course en Australie. Ça, c'est un changement parce qu'habituellement, tu avais des courses, ça commençait pas nécessairement à l'Australie, ça commençait en Arabie Saoudite, Bahreïn. L'Australie était deuxième ou troisième. Cette année, on commence directement en Australie. Oui. Et on commence avec une sauce intéressante cette année. Dans les dernières années, on débutait l'année puissance Red Bull. Ça a été ça après la domination des Mercedes. On a eu le droit à quelques années de domination de Red Bull et de Max Verstappen. Ce fut le cas l'année passée avec un changement majeur. Et ça en avait été question à notre épisode qu'on avait fait de mi-saison en Formule 1. Finalement, Lando Norris n'aura pas réussi à remporter le championnat, mais c'est encore une fois gagné par Max Verstappen, mais McLaren, oui. Donc, on rentre dans une nouvelle année où on le verra là, en présentant les équipes, mais où les Red Bull ne sont pas nécessairement favorites. Il y a des nouveaux prétendants, plusieurs écuries qui ont des attentes et des projections légitimes vers ce championnat des pilotes et des constructeurs. Donc, ça s'annonce vraiment intéressant pour 2025. Là. Ben oui, on l'a vu juste à la fin de l'année passée, c'est McLaren qui a gagné le championnat des constructeurs. C'est pas Red Bull, c'est McLaren parce que les deux pilotes faisaient bien. Puis on l'a vu à la première course, Norris gagne, Verstappen pas de le dépasser, Piastri était pas trop loin non plus. Donc, tu sais, il y a tout le temps, on voit que l'hégémonie de Red Bull est bel et bien terminée. Là. Pour ceux qui sont présentement sur en audio uniquement, là, Spotify ou Apple Podcast, ça pourrait valoir la peine aujourd'hui. Si vous voulez avoir une petite chronique, petite
petite chronique mode sur les voitures, le look qu'on va avoir des voitures cette année. On va vous les présenter en présentant les écuries. Donc, ceux qui sont sur YouTube pourront avoir une idée d'à quoi ressemblent les monoplaces pour cette saison 2025. Lançons-nous dans ce calendrier qui, tu en as déjà parlé, là, est modifié par rapport à l'année passée. Donc, c'est 24 courses séparées en 21 pays, 13 fuseaux horaires, 6 continents. On ne peut pas le dire plus que maintenant, c'est mondial la Formule 1. Donc, commencer en Australie, ce sera à Montréal du 13 au 15 juin. 2 petites pauses estivales de 3 semaines en juillet et en août pour terminer début décembre à Abu Dhabi. De ton côté, qu'est-ce qui t'attire dans ce calendrier 2025? Deux changements. Premièrement, le Suzuka, le Grand Prix du Japon, qui est aimé de tous et arrive dès le début de la saison. Ils ont essayé de regrouper un petit peu plus les Grands Prix. Donc, le deuxième Grand Prix, c'est le Grand Prix de Chine. Après ça, le Grand Prix du Japon. Donc, moins de voyagement. Là, exactement. Mais moi, la fin de semaine que je pense qui est différent des autres années, c'est qu'il y a 3 courses consécutives, 3 fins de semaine à Imola en Italie, Monaco et Espagne collées. Avant, c'était pas comme ça. Avant, Espagne, après Monaco, souvent c'était Montréal, puis l'Espagne venait après Montréal. Et là, ils ont fait un changement pour amener, pour rassembler Monaco et Espagne. Donc, ça va faire 3 fins de semaine de suite, avant une petite pause Montréal, pour revenir ensuite en Europe. Donc, ça va faire un changement, ça aussi, 3 fins de semaine de suite, des Grands Prix qui sont, pour la plupart, l'Espagne, Imola, c'est bon, Monaco, on pourra peut-être en reparler en cours de podcast, mais donc... il y a justement eu un changement qui risque d'amener, on en parlera tout à l'heure, comme tu viens de dire, mais un changement qui pourrait changer un petit peu la dynamique des courses. Donc, pour certaines écuries, ça serait une opportunité de faire le plein de points dans ces 3 semaines-là si on a une voiture qui est performante. On sait qu'à Monaco, tout peut arriver, mais dans les 2 courses précédentes, on peut aller chercher vraiment un momentum là, dans ce qui ressemble à tout près fin d'une demi-saison, là, donc avoir quand même une position intéressante. Une certaine... certains éléments qui se profilent à l'horizon là, pour les calendriers. Plusieurs pays qui, on disait tout à l'heure, c'est mondial, c'est plus vrai que jamais. Plusieurs pays qui sont très intéressés à obtenir un Grand Prix dans les prochaines années. On a la Thaïlande, l'Afrique du Sud, la Turquie qui aimerait avoir un Grand Prix, le Rwanda, quelques pays du Moyen-Orient. Il y a aussi la possibilité que certains circuits, ça a été évoqué, que certains circuits aient des courses une année sur 2. Là, on a entendu la Belgique, mais d'autres pourraient suivre. Il y a tellement de demandes pour la Formule 1 en ce moment. On dirait que c'est des événements qui n'ont jamais été aussi courus et demandés que maintenant. Là. Non, parce que les retombées économiques sont intéressantes pour les pays, on le voit. Puis l'attrait aussi, le fait que les Bertie Media, qui est une compagnie qui a acheté la F1 il n'y a pas longtemps, est capable de bien promouvoir son produit, ça a fait en sorte qu'il y a des demandes pour avoir ça. Avant, il y avait un seul Grand Prix en Amérique du Nord. Là, on est rendu à 4, dont 3 aux États-Unis. Donc, on voit que le marché américain, tout comme le marché comme tu l'as mentionné, Moyen-Orient, qui ont énormément de sous, eux, plus ils ont de Grand Prix, plus ils sont contents parce que ça fait de la visibilité, puis des gens qui viendraient peut-être pas nécessairement là. Donc, les pays, ils voient l'attrait puis les retombées économiques, puis ils se disent, regarde, moi aussi, je veux faire partie de ça, mais par contre, c'est très restreint, on ne peut pas avoir 50 courses par saison, non. Donc c'est un club select qui en fait partie, donc s'il y en a qui arrivent, il va falloir qu'il y en a qui partent, les pays ou les villes ne voudront pas nécessairement voir leur Grand Prix partir. Donc, ça va être une compétition un peu cannibale là, pour l'obtention des places au calendrier. Là. Et à chaque année, on sait que les pilotes adorent venir à Montréal. Ils le disent que l'atmosphère dans la ville est extraordinaire. Par contre, si on ne veut pas devenir un de ces pays qui sera sur la sellette une année sur 2, il faut éviter certains fiascos comme ça a été le cas l'année passée. Ça prend une organisation qui est sans faute. On ne peut pas se permettre des tâches dans notre dossier comme ça a été le cas par le passé. Donc, on espère qu'on va reprendre le droit chemin parce que c'est une fin de semaine qui est vraiment à couper le souffle.
Ça vaut la peine. On veut la garder, cette fin de semaine-là. Quand tu parlais de retombées économiques, c'est ahurissant là, tout ce que ça donne pour la ville de Montréal. Donc, il faut se garder en bonne position pour l'avoir à chaque année et pas devenir un de ces pays qui l'a une année sur deux. Lançons-nous sur justement les écuries et les pilotes. Certains qui sont de tête, encore une fois. Là, commençons avec les McLaren. On parlait que ce sont les champions constructeurs. Voici à quoi ressemble leur voiture cette année. Là. Encore une fois, un très, très beau orange pétant avec des belles touches de noir, des superbes lignes aérodynamiques dans les ailerons. Donc, vraiment, là, une superbe voiture, ce qui est la McLaren, mais aussi une très bonne voiture. On retrouve encore une fois le duo de Lando Norris et Oscar Piastri. Là. On l'a vu pour une fois, Norris il était capable de faire un bon départ et de garder la tête puis de bien faire. Donc, c'est un duo qui était solide l'année passée. Piastri a encore pris plus d'expérience. On sait qu'il est encore jeune, il n'a même pas 23 ans. Puis, donc, ça fait en sorte que là, les deux sont solides puis ils peuvent s'aider. Il n'y a pas beaucoup d'animosité entre les deux. Donc, encore une fois, si tout va bien, ça devrait être une belle année pour McLaren. Norris semble plus mûr que jamais pour se battre et espérer pouvoir gagner le championnat des pilotes. Oui, il est passé proche l'année passée, puis il se dit, regarde, cette année, moi, ça va continuer, moi, ça va en pente ascendante. Red Bull, Max Verstappen, ça risque de faire soit du surplace ou même de descendre un petit peu. Donc, il se dit, regarde, là, c'est mon occasion, c'est maintenant ou jamais. Il va avoir le couteau entre les dents toute l'année. S'il évite les pépins lors des départs, quand il y a la pole position, je vois des bonnes choses, puis ça va ramener un vent frais. On a eu une hégémonie de Hamilton, là, c'était une hégémonie de Verstappen. C'est tout le temps bon de voir des nouveaux pilotes qui sont capables de performer. Puis McLaren, il y en a deux qui peuvent gagner à toutes les courses. La voiture, très performante, elle semble. Même dans les essais printaniers, elle a été extrêmement rapide. C'est de bon augure et ils ont parti du bon pied en remportant la première course du côté de Lando Norris en Australie. Deuxième écurie, ben, ce sont les auxquels on va s'attarder, c'est Mercedes. Donc, changement de taille. On voit ici les noms des deux pilotes. Là, il en sera question. Avant de parler de la composition des pilotes, regardons cette voiture qui, on garde cette tangente grisâtre avec certaines touches, avec un turquoise qui est intéressant, un petit peu moins de variation de couleur que dans certaines années. Aileron avant un petit peu plus droite, alors que l'aérodynamisme de l'aileron arrière est vraiment superbe. Donc, quand même une belle voiture. Encore une fois, un beau gris métallique qui est vraiment très, 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 très intéressant à l'œil. Et encore une fois, on retrouve George Russell pour la 4e année là, dans l'équipe de Toto Wolff. Et on a une recrue pour le seconder. Andrea Kimi Antonelli, première saison avec l'équipe, 18 ans. Parle-nous un petit peu de cette recrue-là. Là. Ah, on l'a vu. Les pilotes qui vont être solides, on les voit venir de loin. Ils ne sortent pas de nulle part. Ils grimpent les échelons de karting, de Formule 2, ouais. Puis on les voit. Puis Antonelli, ça fait quelques années qu'il est sur le radar. C'était un pilote d'écurie école un peu. Là. Puis on l'a vu là, à 18-19 ans. Il a été capable de finir 4e à sa première course officielle. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. On voit que... Et il est parti 16e. Là. On a eu une perte de contrôle en qualification, mais il faut dire qu'il est parti 16e en qualification. Là. Tout à fait. Dans une journée de pluie. Il va être dans un bon cadre parce que George Russell, on sait que c'est le représentant des pilotes, il est aimé de beaucoup, à part de Verstappen, mais ça, on pourra y revenir au pire. Là. Mais donc, on voit qu'il est dans un bon cadre avec Mercedes qui ont repris du poil de la bête cette année, puis en fin d'année passée. Donc, on voit qu'il risque d'être, comme on dit dans un autre sport, d'être dans le mix là, pour bien faire dans les courses. Là. Ce qui est formidable dans son cas, il est vu vraiment comme un prodige, là, un peu comme Max Verstappen l'était à l'époque. Il est passé directement des formules locales d'Italie à la Formule 2. Donc, souvent, on va y aller
la hiérarchie suivante, là, karting, ensuite Formule locale dans leur pays d'origine, ensuite Formule 3, Formule 2. Il a sauté la Formule 3, a eu beaucoup de succès en Formule 2. Quelques victoires l'année passée qui ont poussé Mercedes à ce qu'il soit le remplaçant de Lewis Hamilton. Donc, ça a été annoncé quand même très tôt l'année passée que Lewis Hamilton il a quitté. Donc, on met fin vraiment à la fin d'une ère, littéralement. Là. Ce sera spécial. On parlera un petit peu d'Hamilton avec ses nouvelles couleurs tout à l'heure. Ce sera spécial de voir qu'Hamilton ne fait pas partie de Mercedes. Non, puis aussi le fait d'avoir des pilotes aussi jeunes, ça fait que pour la masse salariale, on sent que les pilotes expérimentés comme le Hamilton puis les Verstappen commandent des salaires très, très élevés, tandis qu'une recrue a peut-être un petit peu moins de marge de manœuvre à ce niveau-là, donc ils vont économiser un peu, ça permet de réinvestir ailleurs. Et le fait d'avoir Antonelli dans leur giron pour plusieurs années, ben, ça va faire en sorte qu'ils vont être compétitifs tout au long de l'année avec même un pilote recru qui a une course, ne fait pas une saison, mais il a montré de très belles choses. On disait justement 4e place pour Antonelli, podium pour George Russell, 3e position. Dans son cas, ce sera d'être le plus constant possible s'il veut avoir une chance de remporter ce championnat des pilotes. Du côté de Red Bull, beaucoup de choses qui s'est passé. Commençons par justement là, le look de cette voiture, très semblable aux dernières années, là, quelques modifications de couleurs, mais on garde un style un petit peu plus sobre. Là, reste que c'est une voiture mythique de par ses succès passés. Donc, Max Verstappen, malgré de nombreuses spéculations, il est toujours là, 4 fois champion du monde de suite. Il compte honorer son contrat qui le lie à Red Bull jusqu'à 2028, mais il y a eu beaucoup de vagues quand même lors de la dernière année. Il a terminé 2e lors de la dernière course en Australie. Et c'est de grâce à ses prouesses dans la pluie parce que Red Bull n'était pas la voiture la plus performante du tout lors de cette fin de semaine. Eh bien, lorsque ceux qui ont le visuel, vous le voyez à l'écran, ce n'est pas le nom de Sergio Perez qui est écrit ici. Donc, ce fut le dernier, puis la dernière chaise à être confirmée. Les déboires de Sergio Perez ont poussé Red Bull à le remplacer. Je pense que ce n'est pas une décision qui a été... on ne peut pas crier au vol du tout. C'est justifié. Et c'est Liam Lawson qui le remplace. Parle-nous du natif de la Nouvelle-Zélande. Oui, j'allais justement le mentionner. Nouvelle-Zélande était dans le giron de l'équipe aussi. Il a fait quelques courses l'année passée. Il avait déjà bien fait. Malheureusement, comme tu l'as mentionné, à cause des intempéries, sa première course dans sa nouvelle écurie a plus ou moins bien été. Puis il n'a pas fini la course. Mais ça fait en sorte que Verstappen, l'année passée, il ne pouvait pas compter sur Perez. Cette année, malheureusement, d'après moi, il ne pourra pas compter sur Lawson pour des stratégies d'équipe. Malheureusement, Lawson il a peut-être encore une bonne voiture, mais il n'a pas encore fait ses preuves. Donc, on va voir comment ça va être quoi sa relation avec lui. Aussi, ça va être 2 pilotes complètement distincts. Sans vraiment de cohésion entre les deux. On verra, il y a du potentiel. On le voit depuis quelques années là, dans le giron de la F1. Il représente Red Bull depuis plusieurs années dans différentes compétitions et des choses comme ça. Mais on va regarder, on souhaite le meilleur pour lui. C'est le fun de voir des nouveaux visages et en espérant qu'il soit capable de tolérer le caractère bouillant de Max Verstappen. Et de Christian Horner aussi. Dans le cas de Lawson, je voulais mentionner, il a eu beaucoup de succès en F3 et en F2. Il a fait ses débuts à AlphaTauri en 2023, avait été écarté de l'écurie pour laisser de la place à Daniel Ricciardo l'année passée. Finalement, on s'est tanné de Ricciardo, on a redonné la place à Lawson et il a gradué en équipe première, si je peux me permettre. Donc, c'est une belle histoire que celle de Liam Lawson. Du côté de Ferrari, donc gros changement. On parlait de Lewis Hamilton, mais pour ceux qui n'ont pas du tout suivi la F1 dans les derniers mois, ben c'est là qu'il s'y retrouve. Regardons cette voiture qui, encore une fois, un rouge pétant qui est
est spectaculaire, mais ce que j'aime beaucoup, ce sont les dégradés. On voit ici une espèce de chrome noir au milieu de la La fibre de voiture. carbone, ils ont mis de la fibre de carbone pas Exact. peinturée, donc ça C'est donne un vraiment look. de toute beauté avec les fentes d'échappement là, dans le haut de la voiture avec les lignes jaunes et blanches pour le commanditaire Shell. C'est une des belles Ferrari, je trouve, des dernières années, là, sans être trop resté sur le modèle de rouge uniforme. On a vraiment quelque chose de réussi ici. Et parlons justement de cette grande arrivée que celle de Lewis Hamilton. Ça n'a pas été une super fin de semaine pour Ferrari en Australie. Reste qu'avec un tandem Lewis Hamilton-Charles Leclerc, on est en voiture là, pour l'écurie qui a fini l'année passée 3e au classement général. Oui, on l'a vu durant ça faisait longtemps que Hamilton n'était pas nécessairement malheureux avec Mercedes, mais il voulait un changement d'air pour, disons, peut-être la fin de sa carrière. On disait qu'il n'est pas fini du tout, mais il voulait peut-être finir avec une écurie mythique, une écurie d'un de ses idoles de Michael Schumacher qui avait été avec Ferrari aussi. Donc, tout pilote rêve de piloter avec Ferrari, puis Ferrari n'ont pas eu peur de tasser leur ancien pilote Sainz qui faisait bien pour faire de la place à Hamilton. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a pu, malheureusement, Hamilton a pu voir un peu la réputation de Ferrari lors d'une course avec un petit peu de complications au niveau des arrêts au puits. Les stratégies, c'est une réputation qui traîne Ferrari comme un boulet depuis plusieurs années. Ouais. Mais on va voir, c'est une course, ça fait seulement ça, puis on sait que Hamilton et Leclerc ont une bonne chimie ensemble, donc d'après moi, ça va bien aller. Il faut juste que l'écurie supporte ces deux pilotes qui ont tout pour réussir. Leclerc a déjà gagné, Hamilton a déjà gagné des courses, donc les deux pilotes, d'après moi, vont peut-être avoir une meilleure chimie qu'avec Red Bull. Que Red Bull entre ces deux pilotes. Donc, vraiment, les deux pilotes Ferrari vont pouvoir se supporter un et l'autre durant la saison parce qu'ils sont pas mal au même niveau. Ce sont pas mal les 4 écuries qui peuvent avoir des visées sur ces championnats. Reste qu'on passe à une coche inférieure, mais on a des écuries qui sont capables d'avoir des bonnes performances et certains seront surpris de m'entendre parler déjà de l'écurie Williams. Commençons par ce qui est pour moi la plus belle voiture au niveau des couleurs, à tout le moins, là, pas celle qui a les plus belles lignes, mais les couleurs sont vraiment de toute beauté. Là, le bleu un petit peu plus foncé avec le contraste de bleu pâle, pour moi, c'est très, très réussi. Et on parle déjà de Williams parce qu'il y a clairement une nette progression par rapport à l'année passée. On se retrouve avec un duo avec des coureurs d'expérience. Là, on parlait de Carlos Sainz, mais il est rendu là. Malheureusement, un abandon pour lui en Australie. Alexander Albon, qui a eu des très beaux flashs l'année passée. Donc, il est parti. Il a terminé 5e. Donc, une belle performance de son côté. On a été bon en qualification. C'est de bon augure là, pour Williams pour cette saison. Ben oui, c'est une 5e place en partant. Je pense que je dis à la blague, mais ça doit faire presque autant de points que toute leur saison l'année passée, avec si on fait un course. Mais oui, puis on l'a vu, la batterie du Russell en haut, ça fait différent. Le fait que Carlos Sainz, on ne savait pas est-ce qu'il veut aller avec Audi, avec Cadillac qui vont arriver l'année prochaine. Est-ce que c'est une année de transition? D'après moi, il arrive chez Williams comme stabilisateur. On sait qu'il est capable de gagner lui aussi. Donc, Williams, même s'ils savent qu'ils ne seront pas compétitifs tout au long de l'année, d'après moi, ils vont être capables de surprendre et d'améliorer. Tu l'as dit, Albon est capable de bien faire. Puis avec Sainz, ils n'ont pas. C'est un pilote qui n'est pas un fardeau pour l'écurie. On sait qu'il est professionnel, il est compétitif. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Pour vrai, on se demandait, il va aller avec Williams, il va finir en cul de peloton. Mais on a vu que là, la Williams est capable de tenir tête à toutes les autres en arrière. Là, donc, bien hâte de voir ce que ça va donner avec ces deux-là. Absolument. L'équipe qui a terminé 5e au classement en 2024, Aston Martin. Encore une fois, une très belle voiture. J'aime beaucoup ce vert plus foncé-là.
petit peu trop de noir à mon goût. Je pense qu'on a eu des plus belles éditions par le passé. Reste que quand même, ce sont des belles, un beau look qu'on retrouve cette année chez Aston Martin. Et avant de parler des pilotes qui y font partie, on a eu des essais printaniers pas loin d'être catastrophiques. Et je dois souligner le travail des mécanos lors des dernières semaines parce qu'on a bien fait en Australie. Donc, encore une fois, Fernando Alonso et Lance Stroll qui sont les pilotes de cette écurie-là. Quand même, ça a surpris beaucoup de monde, mais on s'est bien débrouillé lors de ce premier week-end, malgré le fait que Fernando Alonso a été contraint à l'abandon. Oui, Stroll a fini dans les points, c'était bien. On peut penser que cette écurie-là va en déroute avec un pilote qui est presque unanimement détesté dans le peloton avec Stroll. Beaucoup de pilotes l'aiment pas, ils disent qu'il n'y a pas d'affaire là. Alonso, c'est une légende, mais vieillissante. On dirait qu'il y a quelques années, il y avait encore le feu. Là, on dirait qu'il course pour courir. C'est le sentiment que j'avais un petit peu en fin d'année passée, la frustration. Il n'y a pas les succès qu'ils ont eu il y a 2 ans où est-ce qu'ils se battaient très souvent parmi les pilotes de tête. Mais le fait que le stratège de Red Bull, Adrian Newey, soit rendu avec Aston Martin, c'est une tête incroyable en Formule 1 qui a eu des succès partout où il est passé, autant pour designer des voitures de luxe que de conceptualiser une voiture championne. On va voir si son impact va pouvoir être immédiat ou si ça va prendre quelques temps. Donc, on va regarder ce que ça donne. C'est sûr que on aime toujours avoir un Canadien sur le paddock, même si c'est Stroll. Donc, on va voir ce que ça va donner là. Mais regarde, ça va être une équipe qui va être en milieu de peloton, qui va peut-être avoir des flashs ici et là, va peut-être finir. Il est capable de finir dans les points pas mal à toutes les courses quand tout va bien. Donc, d'après moi, ça va être une saison de progression par rapport à l'année passée, mais très peu d'attente. Ouais. On sera une écurie dont il a été très peu question l'année passée. Et avec raison, puisqu'ils ont terminé dernier au classement en 2024 avec 4 points. Il s'agit de Kick Sauber qui ont déjà battu leur récolte de l'année passée là, avec les 6 points récoltés par le vétéran Nico Hülkenberg. Regardons cette voiture-là qui est moins pire que l'année passée, selon moi. Là, plus de noir, donc ça rend la voiture un petit peu moins agressante à l'œil. Le vert flash, j'étais pas le plus grand partisan. Donc, c'est un petit peu plus nuancé cette année, un petit peu plus réussi. Il reste que ce n'est pas mon look préféré côté voiture. Et on a amené un vétéran qui a très bien fait l'année passée, Nico Hülkenberg. On a laissé de côté nos 2 anciens pilotes, le Chinois Zhou et Valtteri Bottas, pour faire place à Hülkenberg et la recrue Gabriel Bortoleto, qui est un Brésilien de 20 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Là? Mais encore une fois, un peu comme Antonelli, on le voyait venir depuis un bon bout de temps. Ouais. Ils lui ont donné sa chance. Ils se sont dit, on n'a rien à perdre, on a fini dernier. Qu'est-ce que ça coûte de faire mettre un jeune? Et on l'a vu, il a montré quelques belles choses. Il y a eu des petits pépins ici et là, Ouais. mais sinon, regarde, on va regarder ce que ça va donner. Hülkenberg, c'est comme un couteau suisse, il peut aller partout, il fait toujours correct. Il était avec Haas l'année passée, là, cette année, avec Sauber. D'après moi, il est encore supérieur à Valtteri Bottas. Il est plus constant, plus incisif. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais même Gabriel Bortoleto, un pilote brésilien, c'est tout le temps le fun à avoir. Là, on a vu qu'est-ce que les Brésiliens peuvent faire en F1. Puis c'est un sport qui est dans l'ADN de ces gens-là aussi. Donc, regarde, on va regarder un œil sur la recrue, mais bravo à eux d'avoir amené ce jeune de 20 ans-là qui avait jamais vraiment piloté une Formule 1. Puis on va voir ce que ça va donner. Il a eu beaucoup de succès. C'est le champion en titre en Formule 3 en 2023, champion en titre en Formule 2 en 2024. C'est un proche de Fernando Alonso, donc sera très bien conseillé pour les prochaines années de sa carrière. C'est quand même drôle de voir
ces recrues-là, ceux dont on a parlé, Bortoletto, Antonelli, Lawson et les autres qui viendront avoir des insuccès lors des essais libres et qualifications samedi passé, c'était, disons, c'était un après l'autre là, qui perdait le contrôle. Donc, ce n'est que le début, mais effectivement, un pilote avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Chez Alpine maintenant, donc, jetons un coup d'œil à cette voiture-là. On a encore le bleu et le rose. Classique. Pour moi, c'est une touche unique en Formule 1. Donc, peut-être pas le plus beau mix disons, de la manière que ça a été présenté sur la voiture. Pour moi, ce sont deux couleurs qui s'unissent très bien, le bleu plus royal et le rose. Peut-être qu'on aurait pu voir ça d'une autre manière, mais reste que ça reste une très, très belle voiture à mon goût. Donc, encore une fois, ici aussi, une recrue, là, Alpine 6e au classement en 2024. On a voulu faire certains changements. On retrouve toujours Pierre Gasly, le vétéran français, là, 10e chez les pilotes l'année passée, a fait des très belles choses avec une voiture quand même ordinaire. Sera secondé par l'Australien de 22 ans, Jack Doohan, qui était le pilote réserve chez Alpine depuis 2023, plusieurs victoires en F3 et en F2. Un autre bel espoir. Oui, il y a un beau palmarès. Moi, c'est sûr qu'une auto bleue et rose, c'est l'auto préférée de ma fille parce qu'il y a du rose dessus. Donc, il y a peut-être beaucoup de petites filles qui regardent ça et qui font ah, une auto rose, j'aime ça. Donc, il y en a que ça peut attirer l'attention. Mais oui, encore une fois, 22 ans, hey, on a des 18, des 20, des 22, des 21. Énormément de jeunes pilotes avec ses hauts et ses bas, comme tu as dit un petit peu pour Bortoletto. Durant les qualifs et les essais libres, ça n'a pas été facile non plus pour Douane. On va lui laisser sa chance, mais encore une fois, Gasly montre qu'il est capable de bien faire. Puis là, cette fois-ci, il n'y aura sûrement pas d'anicroche avec son coéquipier parce qu'on l'a vu l'année passée avec Ocon. C'était le chien et chat, puis il ne fallait pas les mettre dans la même pièce. Donc là, sûrement, ça va être une année plus reposante pour Pierre Gasly, puis on sait qu'il est capable de bien faire. Du côté de l'écurie sœur, si on veut, la jeune sœur de Red Bull, donc l'écurie Racing Bull, on a changé de nom, on a Encore de nom. simplifié le tout. Je pense que ce fut un éclair de génie. Là. Je ne sais pas qui a laissé en venir avec le fameux nom Visa et tout qu'on avait l'année passée. Ouais, ça ne finissait plus. Je donne un coup d'œil à cette voiture qui, on dirait qu'on n'a vraiment pas passé trop de temps à la designer. Peut-être un aspect qui est plus réussi, là, les petits points, les petits points bleus vers l'arrière de la voiture. Sinon, c'est un blanc qui est un petit peu plate. On voulait voir les commanditaires. Donc, encore une fois, on n'a pas l'air de s'être cassé la tête. Au moins, le blanc sera unique sur les circuits cette année, mais ce n'est pas une voiture qui est particulièrement agréable à regarder. On ne peut pas s'attendre à de grandes choses de Racing Bulls cette année. Yuki Tsunoda, qui est toujours présent, là, 11e meilleur pilote en 2024. On sait qu'avec lui, c'est tout ou rien. Là. Liam Neeson, qui avait terminé la saison avec eux l'année passée, sera secondé par la recrue française de 20 ans, Isaac Hadjar, donc un autre Français parmi les pilotes. Il est dans l'organisation Red Bull depuis plusieurs années, lui aussi. Oui, donc on l'a vu, ça n'a pas très bien été. Un accident dès le tour de chauffe au Grand Prix d'Australie. Il va apprendre à la dure comme toutes les autres recrues. On l'a vu, comme tu l'as mentionné, Red Bull ont vraiment voulu recentrer Racing Bull comme leur écurie de filiale. Donc vraiment, autant qu'avant, peut-être qu'avec Toro Rosso et avec Visa Cash App, on voulait vraiment se distancer de l'écurie mère, mais là, je pense qu'ils ont voulu recentrer les choses. Donc, est-ce que ça va donner l'impression que c'est le parent pauvre de l'écurie ou de la famille? J'ai bien l'impression que c'est ce que ça va donner. Là, j'ai très peu d'attente pour ça. Comme tu dis, Tsunoda, un peu comme Lance Stroll, c'est des pilotes qui sont un peu casse-cou, qui ont souvent des accidents, souvent
des gestes ou des coups de volant discutables. Donc, en espérant que ça ne soit pas trop dommageable, mais À on voir verra ce que ça donne. du côté de ailleurs. Ça a été des hauts, des bas là, dans les dernières années. Il a eu du succès en F3. Ensuite, en 2023, aucune victoire en F2. L'année passée, il a passé proche de gagner le championnat. Donc, allons voir s'il pourrait être constant. On termine rapidement avec l'écurie Haas. Donc, on parlait de Esteban Ocon. Ben, il est rendu là. Regardons rapidement cette voiture-là qui est plus sobre aussi. Là, donc, on n'y va pas dans le spectaculaire, du noir, du gris, petite touche de rouge. On est allé dans une autre direction. Kevin Magnussen a quitté. Hülkenberg est allé ailleurs. Donc, Esteban Ocon et Oliver Berman, la recrue qui était le pilote réserve chez Ferrari, a connu une belle performance l'année passée là, en remplacement de Carlos Sainz. Avait obtenu 7 points. C'est un pilote anglais de 19 ans. Il a eu du succès en F2 l'année passée aussi. Donc, beaucoup de potentiel de son côté. Oui, pas grand-chose à dire là-dessus. Ocon avait besoin d'un changement d'air en provenance d'Alpine. Puis Berman, il a la chance d'avoir un volant régulier. As, des fois, il peut finir dans les points. C'est pas tout le temps catastrophique, mais des fois, c'est difficile un petit peu. Donc, on va voir, encore une fois, on la présente en dernier. Elle va peut-être pas finir dernière, mais on va regarder ce que ça va donner. Passons aux nouvelles règles pour 2025. Il y en a quand même quelques-unes. Je voulais commencer par la suppression du point attribué au meilleur tour en course, qui était octroyé lorsque que le pilote terminait dans le top 10. Est-ce que ça va changer beaucoup pour toi ou Non, mais c'était décrié par beaucoup. Là, on l'a vu l'année passée. Là, il y en a qui changeaient de train de pneus au dernier tour pour avoir le terrain Ouais. rapide, du gaspillage inutile. Tous les autres sports ne faisaient pas ça. La FIA a voulu recentrer les choses avec ces autres sports. Donc, un point ne faisait pas la différence et des fois, ça, ça changeait les stratégies un peu. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Ça va juste faire que la course va être plus smooth. Là. On parlait tout à l'heure du changement dans le Grand Prix de Monaco, mais là, ça va complètement changer la stratégie. On sait que c'est un Grand Prix qui est parfois plus intéressant à regarder pour ses paysages que pour la course en tant que telle. Là, on va changer la dynamique. Là. On aura 2 changements de pneus obligatoires, donc plus d'arrêts au puits. Lorsque on était en pole position à Monaco, c'était pratiquement une victoire assurée, à part si on avait une collision quelque part. Mais là, finalement, ça risque d'être un petit peu plus excitant. Oui, exactement. Les écuries vont devoir utiliser 2 gommes différentes, 3 sets de pneus au complet, donc celle du départ plus 2 arrêts. Donc le fait d'avoir ça, ils veulent dynamiser un peu. Ils essayent de trouver des solutions parce que comme on ne peut pas réaménager le circuit tant que ça, ils essayent de faire ça. Après moi, ils sont au courant là, de la réputation de Monaco au cours des dernières années avec l'expansion des voitures puis le fait que c'est difficile. Donc, c'est une stratégie qui se tient. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que ça peut faire des stratégies qui sont différentes d'une écurie à l'autre. On va regarder ce que ça va donner, mais regarde, en laissant la chance aux coureurs, c'est sûr que ça va faire en sorte que la course va être peut-être un peu plus intéressante que par les années passées où on pouvait facilement ne pas regarder la course et il ne se passait pas grand-chose. On a aussi apporté certaines petites modifications aux monoplaces. On a beaucoup parlé lors des dernières années du phénomène de marsouinage, donc on a fait des changements pour minimiser ce phénomène-là. On a aussi eu des modifications au niveau des ailerons. Par nous, des changements qui ont été apportés sur les voitures. Oui, l'aileron, surtout pour le DRS, les ailerons vont être plus petits. Donc avant, c'était l'aileron au complet qui s'abaissait pour faire le système de training qu'on a déjà passé. On a déjà parlé dans nos nombreux podcasts par le passé. Donc, ça, ce système-là va être révisé un petit peu, faire en sorte que il va y avoir des changements aussi au niveau de l'aérodynamisme en dessous des voitures pour compenser ça. Ben, donc, tous les ailerons en avant ont été modifiés un peu afin de modifier l'aérodynamisme pour éviter le marsouinage, mais également pour diminuer l'effet du DRS qui apportait une grosse différence par le passé. Je ne sais pas ce que ça va donner vraiment. On n'a pas vu d'impact direct pour ça dans Concret, le ouais. premier Grand Prix. Peut-être que certains Grands Prix, ça va faire une différence, Ouais. mais
on ne verra pas à ce niveau-là. Certains autres changements qui ont attiré ton attention pour cette année? Oui, moi, ça peut paraître bizarre, là, mais ils ont fait passer le poids minimum des pilotes de Oui. 80 kg à 82. Tout le monde va se dire 2 kilos, c'est rien. Mais on s'entend que les voitures pèsent 800 kilos. Donc, un pilote à 80, ça représente 10 du poids de la voiture. Une augmentation de 2 kilos, ça peut faire une bonne différence, mais ça va faire en sorte que les pilotes vont pouvoir être un peu plus lourds parce qu'on sait que les pilotes de F1 sont tous petits, sont tous maigres, sont tous en très grande forme, mais le fait d'avoir 2 kilos de plus, ça va faire en sorte que les pilotes vont être encore peut-être en meilleure forme, un peu en meilleure santé. Euh, Et oui, et il y a de ça aussi parce que par le passé, on a eu des épisodes où certains pilotes ont sorti de leur voiture complètement claqués, surtout à cause de la chaleur. Donc, un poids un petit peu plus supérieur va peut-être leur permettre d'endurer un petit peu plus les intempéries qui sont présentes dans leur voiture. Et il y a justement, je ne sais pas si tu allais en venir, mais un système de refroidissement pour les pilotes qui sera appliqué lorsque c'est nécessaire dans les températures qui sont complètement folles au dans le Moyen-Orient. désert. Là. Donc, finalement, on pense au bien-être des pilotes. Là. Oui, exactement. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'aurais parlé de ça. Donc, ça va juste faire en sorte que pour les pilotes, il va y avoir le refroidissement avec un liquide qui refroidit l'habitacle et une certaine ventilation. Ça va faire en sorte que les pilotes vont juste être mieux. Puis, avant de passer à notre dernière section, quelque chose que l'année passée au Grand Prix du Brésil, il y avait des pluies torrentielles. La qualification n'avait pas été finie. Puis on ne savait pas trop quoi faire. Il y avait une grosse zone grise à ce niveau-là. Et le changement qu'ils ont appliqué, c'est que s'ils ne sont pas capables de finir la qualification à cause des intempéries, à cause d'un accident, ça va faire en sorte que la grille de départ va être établie en fonction du classement des pilotes. Ouais, c'est Donc, intéressant. ça va être quelque chose qui n'était pas établi par le passé. Puis, donc là, ils ont voulu clarifier ça. Donc, maintenant, on sait à quoi s'attendre si la séance de qualification ne peut pas être finie. Ça va être en fonction du classement des points. Pour le dernier point, c'est un élément qui marque les coulisses de la Formule 1 depuis maintenant quelques années. On, on va parler dans les prochaines minutes de Mohamed Ben Sulayem. Et c'est probablement un nom qui ne dit rien à plusieurs. C'est un ancien pilote de rallye. C'est le président de la FIA, la Fédération internationale automobile, depuis 2021. Il provient des Émirats arabes. Et pour mettre en contexte, là, autrefois, les pilotes de la F1, ils avaient la liberté de soutenir des causes et de donner leurs appuis à certaines convictions qui étaient chères pour eux. On peut penser à Lewis Hamilton avec le Black Lives Matter ou le mouvement LGBTQ+, qui a été endossé par une tonne de pilotes. Ce ne sera plus possible maintenant à cause des politiques de Mohamed Ben Sulayem. On pourrait en parler pendant 1 heure de toutes les controverses qui lui sont attitrées, mais commençons justement cette discussion sur Ben Sulayem qui défraie les manchettes et pas pour les bonnes raisons en ce moment-là. Oui, effectivement, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a un bras de fer entre la FIA, donc c'est la fédération qui gère les sports automobiles dans le monde, et la F1. La F1 est dirigée par un Italien qui s'appelle Stefano Domenicali. Ouais. Et lui, il est là depuis plusieurs années aussi. C'est lui qui est rentré en poste après la saison 2021 et le fiasco de Hamilton et Ouais. Verstappen dans la dernière course et Dominique Massy qui était parti. Donc, depuis plusieurs années, il y a la vision de la FIA et la vision de F1, des dirigeants de la Formule 1 qui entrent en collision. Et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis même quelques années, on voit M. Ben Sulayem qui essaye d'étendre son hégémonie. Il a dit nombreuses fois en entrevue qu'il ne voulait pas imposer sa Ouais. vision à personne, que pour Contradictoire. lui, c'était le vivre et laisser vivre, mais on voit qu'il est fait exactement le contraire. Je, 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 Oui, vas-y. je veux parler de certaines choses, puis on rentrera en détail là-dessus.
rapidement, là, les critiques à son endroit depuis sa nomination, c'est des conflits avec d'autres personnes influentes, ingérence dans certains dossiers, congédiement de personnes clés. Et ce qui a surtout attiré l'attention des amateurs dans les derniers mois, il a fait modifier le code sportif de la FIA afin qu'on ne puisse pas critiquer son travail à lui, ni ce qui se passe dans les pays où il y a des controverses, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes. Donc, pour lui, donc à partir de l'année prochaine, en F1, les pilotes qui seront coupables d'inconduite devront payer des amendes de 40 000 pour la première offense, 80 000 pour la deuxième, en plus d'une suspension d'un mois, et 120 000 pour la troisième, avec une suspension d'un mois et perte de points au classement. Et pour terminer là-dessus, sur ce point-là, la définition d'inconduite pour la FIA, c'est l'usage général de langage, écrit ou verbal, de gestes ou de signes jugés comme étant offensifs, insultants, corsés, grossiers ou abusifs, qui pourraient raisonnablement être perçus comme étant corsés, grossiers ou pouvant causer un affront, une humiliation ou étant jugés inappropriés. Donc, on semble apposer une tonne de barrières aux pilotes pour les années à venir. Aux pilotes et aux écuries aussi. Aux Donc, écuries. aucune liberté d'expression si ça va à l'encontre des intérêts de la FIA. Pour ajouter à toutes les énumérations sur les sanctions aux pilotes, juste le fait aussi de refuser de participer à une cérémonie dans le cadre d'un Grand Prix, que ce soit dans n'importe quel pays, si une écurie ou des gens refusent, ça peut aller jusqu'à 6 mois de suspension pour la troisième offense, mais sinon, c'est des amendes de 180, de suspension de course. Donc, ils ont vraiment serré la vis au courant J'ai des même dernières vu semaines. si c'était vraiment à répétition, certains pilotes pouvaient être bannis de la Formule 1. Là. Ah, tout à fait. Donc, ça va jusque-là. Là. Ouais, et puis, donc, on l'a vu l'année passée, exemple, Verstappen qui a dit que Ouais. son auto, désolé du gros mot, mais son auto était fucked la dernière course. Ça va être banni tout de suite, ça va être une grosse amende. 40 000 pour monsieur, madame, tout le monde, c'est énorme, tandis que pour les pilotes, oui, ils sont payés des millions, mais en même temps, pour quelque chose que tu auras dit en consigne d'équipe, pas nécessairement en conférence de presse, mais dans Non, mais ton équipe qui est entendue, c'est 3 fois plus élevé, ces amendes-là, que dans n'importe ouais. quel autre sport automobile géré par la FIA. Donc, on dirait vraiment, là, M. Ben Sulayem a appliqué des sanctions drastiques pour la F1. Oui, c'est le sport porte-étendard de la FIA, mais en même temps, ces frictions avec le monde de la F1 fait en sorte qu'il a été sans pitié dans l'imposition de cette morale-là ou de cette vision-là que les pilotes ont vraiment pas apprécié. Et justement, ils ont envoyé une lettre à une certaine association. Là. Finalement, on s'est unis. Ça a été présidé par George Russell de Mercedes pour envoyer une lettre à M. Ben Sulayem pour lui dire peut-être que ça serait intéressant qu'on soit traité comme des adultes et non des enfants. On parlait justement les communications entre pilotes et écuries sont publiques, on les entend. Un pilote qui va sacrer en pleine course dans le feu de l'action va être imposé des sanctions. Ça peut aller jusqu'à des suspensions. L'année passée, tu parlais de Verstappen, mais ça a été des travaux communautaires à cause de son langage. Là, ça va être des pénalités concrètes rapidement. Je voudrais rajouter cet énoncé de la FIA. Là. N'importe quel mot, acte ou écrit ayant causé un préjudice moral ou une perte à la FIA, ses entités, ses membres ou ses membres exécutifs, et plus généralement aux intérêts du sport motorisé aux valeurs défendues par la FIA, seront pénalisés. Donc ça veut dire que n'importe qui critiquerait une décision de Ben Sulayem ou de ce que lui-même défend pourrait être puni. Il est aussi interdit d'émettre des commentaires religieux, politiques. Puis si c'est le cas, en plus des pénalités, les pilotes devront remettre une lettre d'excuse et se rétracter des commentaires. Encore une fois, on n'a pas l'impression qu'ils sont traités comme des adultes. Et on peut penser par le passé,
Lewis Hamilton, qui avait mentionné il y a quelques années qu'il était mal à l'aise de courser dans un pays comme l'Arabie Saoudite où dans une certaine année, là, une tonne de prisonniers avaient été exécutés massivement et où les droits de la personne ne sont pas du tout respectés. Ce ne sera plus permis du tout de simplement faire part de son malaise. Là. Non, exactement. Même lui, on sait, il y a eu avec M. Ben Sulayem, il y a eu des frictions à propos des bijoux que Louis portait, des boucles d'oreilles, des colliers. Il y avait même un piercing sur le nez qui était difficile à enlever, qui a été obligé d'enlever. Donc, on voit que M. Ben Sulayem gère ses affaires avec une main de fer. Puis ça, c'est pas récent, là, depuis des années. On se souvient qu'il avait essayé d'empêcher la tenue du Grand Prix de Vegas parce que le Grand Prix de Vegas, pour lui, ça représentait genre le diable. Ouais. Et il ne voulait rien savoir d'un Grand Prix à Vegas. En bout de ligne, on a vu que les gens ils aimaient ce Grand Prix-là. Donc, ça amène vraiment un climat toxique quand il est là parce que ça fait en sorte que les gens marchent sur des œufs, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un d'autoritaire qui assoit sa domination sur les autres. Il essaie de contrôler les équipes qui rentrent, il essaie de s'ingérer dans différents dossiers. Il y a quelques années, Fernando Alonso avait reçu une pénalité, puis lui-même, il s'est investi là-dedans pour faire changer ça. Puis ce que Ben Sulayem dit, les gens n'ont pas le choix d'obtempérer. Hein. Il semble vouloir aussi, on parlait d'ingérence, là, mais de vouloir prioriser, évidemment, là, il vient des Émirats arabes, mais de vouloir prioriser ce qui se passe du Moyen-Orient. On a eu il y a eu certaines rumeurs comme quoi certains organismes des Émirats arabes auraient grandement financé certaines activités de la FIA. Il a nié ça catégoriquement alors que les preuves semblaient, disons, assez béton. Et on parle de certains groupes, disons, qu'il y aurait beaucoup de choses à se reprocher, si on peut dire ça de manière générale comme ça. Donc, on va définitivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir un bras de fer là, entre les dirigeants de la Formule 1, là, Liberty Media aussi, et la FIA. Donc, on va définitivement vouloir mettre pression éventuellement lorsque ce sera le temps de trouver un successeur à M. Ben Sulayem. Mais lors de la première disons, victoire ou l'élection de Ben Sulayem dans la FIA, plusieurs candidats se sont subitement écartés. Donc, possiblement payés. C'est encore le cas. Il y a une élection à la fin de l'année 2025 et il n'y a aucune opposition. Personne ne veut se présenter contre lui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a personne de compétent ou si c'est parce que personne n'ose se prononcer contre lui. Mais d'après moi, il va être là encore pour très longtemps parce qu'il ne fait que commencer à poser sa mainmise sur F1. Donc, un nuage noir qui, pour terminer cet épisode, mais on trouvait ça grandement pertinent. Et merci beaucoup au journaliste Martin Leclerc qui en a été longuement question dans un article publié sur le site de Radio-Canada à la fin du mois de janvier. Donc, je trouvais on trouvait que ça valait la peine de prendre notre temps pour vous informer de la situation et que les choses changent en F1 et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais reste qu'on devrait avoir tout un spectacle cette année. On met ça un petit peu de côté, malheureusement, mais on doit s'attendre quand même à avoir des courses excitantes, des combats pour les victoires au championnat des pilotes et des constructeurs. Ça risque d'être très serré cette année, vraiment une année passionnante qui s'annonce là, en 2025. Là. Oui, j'aurais pas pu si bien dire pour finir cet épisode. On espère vraiment que les gens vont être au rendez-vous, que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, on vous a donné un petit aperçu de ce qui va être là en F1, mais regardez les courses, parlez-nous-en si vous êtes des connaissances de Étienne, de moi, ou écrivez-nous, on aime ça jaser de F1, pendant qu'on regarde les courses, on commente, puis prenez le temps de regarder ce qui se passe parce que
On pensait que c'était pour être une année de transition, mais finalement, il va peut-être se passer plus de choses qu'on le pensait avant les gros changements de l'année prochaine. Donc, en espérant que tout le monde apprécie. Puis, Étienne, merci encore de m'avoir reçu pour parler de ce qui nous passionne et d'une saison de F1 qui s'annonce enlevante. Pour une fois, la couronne n'est pas déjà attribuée à Verstappen, donc que tout le monde se batte pour. Ben, je te remercie, c'est moi qui te remercie. Ce fut encore une fois passionnant. On espère que les gens ont apprécié aussi les petites images là, pour ceux qui étaient en visuel, mais on a vraiment eu du plaisir à faire cet épisode et on espère que vous en avez eu tout autant à nous écouter. Alors, merci encore une fois à toi, Guillaume. Bonne saison de F1. On s'en reparle un petit peu plus tard dans l'année. Merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.